Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs, plusieurs événements dans ces journées. La première est une table ronde consacrée à Pasternak. Après cette table ronde, nous écouterons des poèmes de Pasternak dans une nouvelle traduction. Et puis, après une présentation de livres, le livre de Cédric Gras sur les alpinistes de Staline, puis un livre récemment paru aussi d'une traduction de Anne Koldefy Fogart qui a traduit 9 écrivains, cette fois-ci carrément sur le thème du avant, pendant, après le Covid. Bien évidemment, c'est le Covid qui nous a forcés à nous inspirer pour la thématique de cette année que nous avons appelée les mots d'hier, les mots pour demain. Les mots étant orthographiés, bien évidemment, de différentes façons. Et ces mots pour demain, c'est exactement dans la littérature qu'on va les chercher. Et la première illustration de ce sujet, c'est évidemment cette fois le triomphe de la vie par rapport à la morbidité, aux mots. Et qui mieux que le triomphe de la vie dans la littérature russe peut illustrer comme que Boris Pasternak et son docteur Jivago, puisque Jivago même signifie la vie. Cette table ronde, c'est Yves Gauthier, un traducteur émérite, un de nos meilleurs, qui va l'animer. Et il a auprès de lui Irina Emelianova, Anna Sergeyeva Klatis et M. Georges Niva, que je crois il n'y a pas besoin de présenter plus, et c'est en tout cas Yves Gauthier qui va les présenter d'encore mieux. Merci Dimitri de cette belle présentation. Merci à vous du travail que vous faites. En effet, nous sommes là réunis, belle rencontre, autour du protagoniste de cette table ronde, qui n'est autre que le docteur Jivago, avec trois grands personnages qui vont nous éclairer sur cette figure littéraire. Commençons par Irina Emelianova. Comment dire, Irina, vous êtes liée d'une manière intime au destin de Boris Pasternak, étant, il faut le dire d'entrée, la fille d'Olga Ivinskaya, qui est le dernier grand amour de Boris Pasternak, de l'écrivain. Olga Ivinskaya, elle-même poète, éditrice, mémorialiste, et le prototype du personnage de Lara dans le roman Docteur Jivago. Irina, bonjour, m'entendez-vous? Je vous attends, oui. Où êtes-vous? Où vous trouvez-vous? François, Gia. Où suis-je, François? Je suis à Paris, bien sûr, dans mon appartement. Voilà, je voudrais... Irina, donc vous êtes à Paris. Je veux tout de suite... voilà. Je veux tout de suite signaler que vous avez signé, il y a de cela déjà presque un quart de siècle, mais qu'importe, un livre qui est en train de renaître. Ici, je l'ai en main, en poche, aux éditions Sirte, et qui s'appelle « Les légendes de la rue Potapov ». Tout de suite, je voudrais dire que c'est un livre plein de vie, un livre plein de vous, que ce livre est un voyage au cœur de la littérature russe dont vous êtes contemporaine, avec Pasternak, bien sûr, pour figure centrale, mais tant d'autres, notamment Chalamov.
Et il faut signaler que ce livre est introduit par une préface à la fois savante et émouvante de Georges Niva. Et puis nous avons aussi Anna Sergeeva Klatis. Anna, bonjour. Добрый день. Bonjour. Où êtes-vous, Anna? D'où nous parlez-vous? Я нахожусь в Москве. Je me trouve à Moscou actuellement. Donc, nous avons Paris, nous avons Moscou. Vous êtes historienne de la littérature. Vous êtes spécialiste notamment de Boris Pasternak. Je ne sais pas si on peut dire pasternacologue. Je crois que non, parce que le mot n'est pas beau. Vous avez signé plusieurs ouvrages, notamment une fameuse petite biographie qui paraît à l'écran en ce moment dans la légendaire collection GZL, La vie des gens remarquables, dite petite collection en l'occurrence. Un autre livre qui s'appelle Pasternak dans la vie, aux éditions AST, et que ceux qui nous écoutent et nous regardent ont également sous les yeux. Vous êtes professeur de littérature à l'université Lomonosov de Moscou. Dites-moi s'il vous plaît, les étudiants, vos étudiants, ce sont de jeunes gens, ils ont 20 ans. Est-ce que le docteur Zhivago, ça leur parle? Est-ce que c'est un roman qui leur appartient? Est-ce que c'est un roman qui participe encore de leur génération? Ou alors est-ce que c'est de la littérature pour leurs grands-parents? Спасибо, Ив, я скажу... Merci Yves. Je voudrais dire, avant de répondre à votre question, que c'est un grand honneur pour moi que de participer à cette conversation et de connaître ainsi Irina Ivanovna et de parler à Georges Niva. Je suis très reconnaissante d'avoir été invitée dans votre compagnie, que je trouve géniale. Et en répondant à votre question, je ne peux pas parler pour tous les jeunes gens qui lisent en russe. Je ne suis même pas sûre que tous les jeunes gens lisent actuellement. Mais en ce qui concerne mes étudiants, ils sont très différents. À la fac, chez nous, il y a beaucoup d'étudiants. Il s'agit aussi de la faculté du journalisme. Je travaille à la fac de journalisme et pas à la fac de littérature. Mais les étudiants qui s'intéressent à la littérature, bien sûr, ont tous lu le docteur Zhivago, ils connaissent tous Pasternak. Pour ce cercle, si on peut le dire, des sciences humaines, le docteur Zhivago reste dans la liste de la littérature nécessaire, qu'ils lisent, qui leur plaît, qu'ils discutent. Et souvent, ils choisissent le docteur Zhivago comme objet de leur étude. Ils écrivent des mémoires sur le docteur Zhivago. Et puis nous avons Georges Niva. Georges Niva, bonjour. Bonjour. Où êtes-vous, Georges Niva? Dans mon village en Haute-Savoie. Vous faites partie du cercle savant des amis et experts de la littérature russe, dans lequel vous comptez parmi les premiers. Vous êtes un disciple de Pierre Pascal, mais je crois qu'on peut dire que vos disciples, à ce jour, sont encore plus nombreux que vos maîtres. Et comme le disait à l'instant si joliment Dimitri, on ne vous présente plus. Il y a pourtant quelqu'un qui vous a magnifiquement présenté, avec sans doute le plus de talent, qui est le poète, chanteur, barde, compositeur, Bulat Okudjava, qui disait, voilà, il existe dans la poésie russe deux Georges. Georges Dantès qui tua le poète, et Georges Niva qui fut et est l'ami des poètes. Georges Dantès tua le poète et subit l'opprobre à perpète. Georges Niva est quant à lui, de nos poètes, un grand ami. Et pour me faire pardonner d'avoir si mal traduit ce quatrain, je vais le réciter en russe. Ах, Georges Dantès убил поэта, и проклят был в веках за это, а Georges Niva поэтом друг,
известно мне из первых рук. Vous-même êtes lié et je dirais concerné biographiquement, pardonnez ce vilain adverbe, par Boris Pasternak. Racontez-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, dans quelles conditions et avec quelle émotion vous avez ouvert et lu pour la première fois le roman Docteur Zhivago, sous la forme, je crois, d'un tapuscrit à l'époque. Oui, moi, c'était chez Irina, chez sa mère, puisque j'y allais souvent. Je suis devenu le fiancé de Irina. Elle parle de moi dans les légendes de la rue Potapov. Je parle de moi en réponse à elle dans la préface que vous avez mentionnée, que j'ai écrite avec émotion sur ces années importantes de ma jeunesse. Le poète venait assez souvent, très souvent, dans la rue Potapov. Il venait aussi à Bakovka, dans la maison que occupait, louait Olga Vsevolodovna. Et j'ai même eu l'occasion et l'honneur qu'ils viennent chez moi, puisque j'avais loué une chambre, une sorte de véranda dans une datcha pas une datcha, une isba, une simple maison de kolkhozien à 300 mètres. Et bon, j'ai lu le docteur Zhivago, seulement à l'époque, je n'étais pas encore si versé dans la langue russe pour pouvoir lire ce roman difficile, compliqué, magnifique, et je l'ai pris par la fin. Donc j'ai lu d'abord les vers de Yuri Andreevitch, et puis Arculon. J'ai lu l'épilogue, je me rappelle très bien l'épilogue, très intéressant, et puis la mort du docteur, et puis je remontais, avec de plus en plus de difficultés jusqu'au premier début. Ensuite, je l'ai lu plusieurs fois. C'est un livre que j'ai toujours sous la main. Si vous voulez, il est dans ma voiture. Si j'ai un moment d'ennui, de dépression, je prends le docteur Zhivago et inévitablement, ça marche. Je revis. Donc le docteur Zhivago est un antidépresseur. Voilà. Irina Emelianova, une question maintenant qui s'adresse à vous. Vous avez assisté à la genèse de ce roman. Vous étiez là dans le cercle intime de Boris Pasternak au moment où il travaillait dessus. Et ce qui ressort de votre témoignage, c'est l'obsession de Pasternak qui ne pensait qu'à son docteur Zhivago. À tel point que votre maman, Olga Ivinskaya, s'en indigne un peu, elle proteste, et il y a dans votre livre un passage où vous rapportez ce souvenir. C'est Olga qui dit « Voyons Boris », elle s'adresse donc à Pasternak, quel rapport avec le docteur Zhivago? Je commence à en avoir assez de ce roman. Donc Zhivago par ici, Zhivago par là, il n'en avait que pour lui. Et vous ajoutez, vous faites ce petit commentaire, pouvait-elle penser en cette soirée où nous contemplions l'étang paisible dans lequel s'ébattaient joyeusement des canards, qu'il ne se passerait pas longtemps avant que ce roman ne vive sa propre vie. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas conscience à cette époque du destin qui attendait le roman Le docteur Zhivago, alors que Boris Pasternak, à l'inverse, vivait dans cette certitude? François, где я? Allez-y, Irina, on vous écoute. Je ne vois même. Где я, François? Вас видеть. А? Вы говорите, и Я должна говорить? вы Он меня спрашивает. ответьте на вопрос. Ответьте. Вы слышите меня, Ив, да? Oui. Да, я хочу что сказать. Qu'est-ce que je voudrais dire?
Bien sûr, pour lui, ce n'était pas tellement important. Ce qui était important, c'est d'avoir dit ce qu'il voulait et qu'il le considérait son meilleure œuvre, au contraire de maman et moi. Nous, en ce qui concerne cette question, on préférait sa prose qu'il avait écrit avant et pas ce roman à sujet écrit un peu à la Balzac. C'est lui qui en avait parlé, qu'il voulait écrire quelque chose sur l'amour, quelque chose sur la traîtrise dans le style de Balzac et de Dickens. Et pour nous, ça paraissait un peu vieux jeu. Moi, je le trouvais vieux jeu. Maman aussi. Et elle avait grandi avec un autre Pasternak, vous voyez, sa génération qui avait aimé Pasternak assez tôt. Ils avaient cette barrière du goût où il y avait sa prose, donc il avait écrit plus tôt, L'enfance de Levers, etc. Et en ce qui concerne le roman, surtout le début de ce roman, il ne nous a pas produit une énorme impression et surtout qu'on n'imaginait pas du tout qu'il aurait un tel destin, que la première année de sa publication, il allait être traduit en plusieurs langues et aussi que ce roman susciterait une telle réaction. En Uruguay, au Pérou, en Chili, il avait des réactions dans tous les pays. C'est-à-dire que ce roman aurait touché quelque chose. Mais ce que je voulais dire, entre les lignes, il y a 2 jours, le 10 février, c'était son anniversaire, l'anniversaire de Pasternak. Et ce jour-là, on peut dire que la nature, la vie, lui a donné un énorme cadeau. Il a neigé, Moscou est ensevelé sous la neige, et à Paris, je n'ai pas vu une telle neige depuis 15 ans. Pour lui, la neige, vous savez bien, vous connaissez son vers, tombe la neige. C'est la bougie qui brûle sur cette fenêtre. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, on n'avait pas prévu ce scandale, on n'avait pas prévu la réaction des autorités, parce que lui-même, il disait sur un ton un peu plaisantin, il considère mon roman comme anti-soviétique, et ce n'est pas du tout de ça que parle le roman. Au début, ce roman, il avait d'autres titres. Il avait comme titre « Il n'y aura pas de mort ». Et donc, s'il y a des attaques concrètes contre les autorités soviétiques, ils sont noyés dans une autre tonalité, dans un autre matériau. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on ne l'avait pas prévu. La question suivante s'adresse à Anna Sergeeva Klatis. Le docteur Jivago, il est poète, docteur et poète. Il y a comme un jeu de miroir entre ces 2 statuts incarnés par le protagoniste de cette œuvre littéraire. Est-ce que vous y voyez un sens profond, et j'ose dire un sens caché? Que le docteur soit aussi le poète, et inversement. Est-ce qu'on peut l'interpréter d'une façon primitive? La poésie soigne. Oui, je crois qu'il parlait un peu d'autre chose. Pasternak, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à son héros un métier positif. Pour lui, un métier positif, c'est le médecin. Et qu'est-ce que ça veut dire positif? C'est au contraire de métier éphémère du poète. Et il faudrait peut-être parler du type de médecin. Quel médecin est Jivago? Pourquoi est-il médecin? Et en partie, c'est lié
à une orientation tchécovienne de Pasternak. Il s'orientait beaucoup à la création et à la personnalité de Tchekhov. Et Tchekhov était un médecin et un écrivain littéraire. Et la qualité principale du docteur Zhivago en tant que médecin, c'est de poser le diagnostic exact. Ça se dit dans le roman et Zhivago même en parle. Il dit que c'est l'intuition qu'il déteste qui va causer sa mort. Il déteste, c'est-à-dire ses maîtres de la nouvelle vie. Et qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est la connaissance qui embrasse tout un tableau en même temps. Et cela peut avoir du sens en médecine, mais cela concerne aussi la capacité du poète d'embrasser toute la vision du monde. Et Tchekhov, quand il parlait de lui, il disait que sa pratique médicale influençait beaucoup sa pratique littéraire, que cela a élargi sa vision, que cela l'a enrichi dans les connaissances et aussi que cela lui a permis de connaître la vraie valeur de certaines notions, y compris les notions de la vie et de mort. Et Tchekhov évite des diagnostics précis, c'est-à-dire les diagnostics de l'état historique de la Russie. Il évite de dire ce qui est bien et ce qui est mal, même si beaucoup de ses pièces sont consacrées à cet état historique. Et on arrive à lire ce diagnostic dans ses œuvres. Et c'est la même chose qui est faite dans Docteur Zhivago. Cette égalité, cette parité entre le spirituel et le corporel rapproche la vision du monde de Tchekhov avec la vision du monde du héros de Pasternak. Quelles sont leurs aspirations en tant que médecin? Ces aspirations sont aussi assez proches, assez simples. C'est le désir de servir les autres, de servir le bien commun. Et Pasternak dit de son héros que malgré son attirance envers les arts, il s'intéressait aussi à la physique, aux sciences naturelles, et il disait que ça allait être utile dans le sens pratique, et c'est pour ça qu'il est devenu médecin. Je ne sais pas si j'ai su répondre à votre question. C'est à peu près comme ça. Le mystère de la médecine, surtout dans le contexte que nous traversons, sachant que les organisateurs de nos journées aussi ont placé ce forum, cet événement sous le signe du virus qui nous frappe. Un peu de littérature pure pour le moment, une question qui s'adresse à vous, Georges Niva, d'un point de vue purement littéraire, j'ai envie de dire purement esthétique, comment expliquer le retentissement colossal de ce roman, le docteur Zhivago? Je m'adresse ici à l'historien de la littérature. Quel est le mystère du roman? Parce que dans sa forme, on peut dire en un sens que c'est un roman convenu et qu'il ne pousse pas les murs en tant que genre littéraire. Et pourtant, quel retentissement? Comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, lorsque j'étais étudiant au MGU, j'avais une chambre dans une des ailes de l'université, Zona Gay, et j'ai invité Ehrenburg. Ehrenburg est venu dans ma chambre, il a rencontré 2-3 étudiants français, et on lui a posé la question sur le docteur Zhivago. Il a fait la grimace en disant « Oh, Boris Levitch, bien sûr, est un des plus grands, des plus novateurs de nos poètes, mais il n'aurait pas dû écrire de romans. Il n'est pas un très bon prosateur. On sent trop le poète chez ce romancier. » Bon, je signale ça parce que ça est un argument qui a été très souvent utilisé. Bon poète, novateur, et
malheureusement, il en arrive à une sorte de passéisme romanesque. C'est une opinion qui, d'abord, a été renversée par le destin du livre. Ce destin, c'est un destin, disons, je pense qu'il est plus lu aujourd'hui que, mettons, Balzac, dont Irina a parlé tout à l'heure. Et on peut le comparer à Balzac selon certains paramètres. Naturellement, le médecin et le poète vont ensemble et c'est un même acte de, comment dire, pour accepter la vie et surmonter la mort qu'il y a chez le médecin et chez le poète. Sauf que ce médecin, qu'on voit d'ailleurs malade du typhus, lui aussi, donc il connaît tous les états entre celui qui guérit et celui qui attend d'être guéri. Il voit aussi la sorcière, la guérisseuse, Kubariha, qui guérit, elle, une vache d'un mauvais sortilège. On voit toutes sortes de guérisons dans ce roman. Moi, il me fait penser, si on songe à la littérature française, à Stendhal, parce qu'il y a une sorte d'amour immédiat de la vie que l'on ne trouve en français que dans Stendhal, et en particulier dans La Chartreuse de Parme. On peut comparer ces deux œuvres, La Chartreuse de Parme étant un dialogue entre le jeune fou et le diplomate assagi par la vie. Eh bien, ce dialogue entre la maladie et la bonne santé, la folie et puis la sagesse, on le retrouve dans le Docteur Zhivago. Il y a un de ces poèmes qui tous les pasternakiens le connaissent, Vysoka-balisme, une haute maladie ou une maladie sublime, disons. Dans ce poème, on voit que cette maladie sublime, c'est de rester soi-même dans un monde qui va à la dérive et où plus personne n'est soi-même. Ça, c'est un des problèmes que, à la fois les vers de Yuri Andreevich, du médecin-poète à la fin, qui sont une sorte de code. À la fin, le poète nous donne le code ou la loupe, si vous voulez, à travers laquelle nous devons relire ce roman. Parce que c'est un roman qui appelle une relecture précisément à cause de cette après-épilogue. C'est même pas l'épilogue, hein, les vers. Eh bien, cette haute maladie, au fond, Zhivago à la fois la soigne et il en est malade. Et tout ce qu'il fait, c'est une sorte de guérison pour dire, mais vous savez, même quand vous êtes malade, vous êtes vivant. Il s'agit d'être vivant et de surmonter la mort. Bon, alors là, il y a son oncle Vedeniapin qui l'adore et auquel il emprunte beaucoup de sa philosophie comme il l'a emprunté à Bergson. Mais il y a un passage intéressant, c'est que lorsqu'il rentre de la guerre, que la révolution a commencé, que dans la maison de sa femme, les Gromyko, on s'est réfugié dans un bout de couloir, on a tout abandonné au reste parce qu'on voit que les grandes maisons bourgeoises ne vont pas pouvoir rester longtemps sans être envahies. Il dit c'est très bien, et moins on a et mieux ça vaut. Et il y a une espèce de diminution de soi que non seulement il accepte, mais il salue. Donc, quand on dit que c'est un roman soviétique ou anti-soviétique ou a-soviétique, c'est un roman qui, en fait, a véritablement manifesté l'amour de la seconde naissance dans chacun d'entre nous, dans l'histoire. Les Russes de 1917 qui avaient rêvé du socialisme, voilà, ils ont le socialisme, on leur donne, ils se donnent à eux-mêmes le socialisme. Mais
Et j'en reviens au poème La haute maladie ou la maladie sublime. De toute façon, quelque part, si vous voulez, personne n'arrive à être soi-même. Et même Védéniapine n'est plus tout à fait le même. Alors, un dernier mot, c'est que pas le docteur Jivago lui-même, mais l'alter ego du docteur, si j'ose dire, c'est-à-dire Boris Léonidovitch Pasternak, il est davantage chirurgien. Il le dit lui-même. Il y a des abcès pour lesquels il n'y a que la chirurgie. Il est plus pour la chirurgie que pour la lente thérapie, parce qu'avec un coup de bistouri, on peut supprimer l'abcès. C'est le rêve de l'histoire russe, ce coup de bistouri. Bon, il n'a abouti à un contre-événement. Il a abouti à une dictature. Il le dit à la fin de son poème Haute maladie. D'ailleurs, c'est 4 vers qui ont été supprimés pendant longtemps des éditions de Pasternak. Donc, à mon avis, le destin du docteur Jivago est dû au fait qu'il est un des grands qui ont embrassé véritablement cet événement extraordinaire de 1917 sans en avoir l'air. Parce que c'est uniquement en ne voulant pas l'embrasser historiquement et donner la parole aux grands hommes qu'on l'embrasse réellement. Je brûle de vous demander si vous avez polémiqué avec Érimbourg en réponse à son analyse. Si vous lui avez renvoyé Stendhal à la figure, parce qu'Érimbourg adorait Stendhal, comment ça s'est passé entre vous? Non, d'abord, j'étais un peu trop jeune pour lui lancer quoi que ce soit à la figure. Et puis, il n'est pas resté très longtemps dans ma chambre. Je ne me rappelle plus à l'occasion de quoi. C'était une sorte d'interview que je voulais faire. À vrai dire, ça m'est sorti de la tête. Ce qui m'est resté, c'est uniquement cette expression d'Ilya Ehrenburg. Ensuite, évidemment, j'ai lu ses mémoires qui sont un petit peu biseautés, comme tout ce qu'il a écrit, qui est à la fois passionnant et un petit peu biseauté par les zigzags du personnage Ehrenburg. Les gens, les années, la vie. Oui. Irina, on parlait à l'instant de ce docteur Jivago, poète mais docteur, et ça nous renvoie peut-être à une curieuse réflexion de la poétesse, ou plutôt du poète. Je crois qu'elle n'aimait pas qu'on dise d'elle poétesse, Anna Akhmatova, qui un jour a lancé cette réflexion. Elle a dit Jivago, mais quel est ce docteur qui n'a jamais soigné personne? Comment est-ce que vous l'interprétez, ça? C'est une boutade ou ça revêt un sens profond? Vous savez sans doute que Anna Andreevna n'était pas très avare à des caractéristiques assez rêches, et ça ne concerne pas seulement Pasternak. Elle appréciait ma mère également de façon assez injuste et son rôle. Mais elle avait une attitude assez froide envers ce roman, tandis que ma mère et moi, on ne le trouvait pas très adéquat, et Boris, il voulait qu'on reconnaisse ce roman. Et si ses amis avaient une attitude un peu méfiante envers cette forme étrange, vieux jeu, Akhmatova tout simplement n'aimait pas le roman. Vous le connaissez peut-être des notes de Lydia Tchoukovskaya. Elle a dit justement qu'est-ce que c'est que ce médecin qui a posé de tels diagnostics précis et qui n'a jamais soigné.
personne, il n'a même pas pu pressentir sa propre mort et prendre des mesures, et du coup, il est mort avant l'âge de 40 ans. Mais Akhmatova, c'était une personnalité tout à fait différente. Vous savez que Pasternak l'appréciait, qu'il l'aidait au moment difficile de sa vie. Mais quand même, leur relation était assez froide. Et on trouve dans les notes, elle avait dit que Boris était quelqu'un de moderne et elle sentait la naphtaline. Vous connaissez, c'est une expression assez connue. Un jour, il a eu une réaction assez malencontreuse à la parution de l'un de ses livres en mentionnant des poèmes que ce livre ne contenait pas. Et du coup, il s'est dit peut-être qu'il ne m'a pas lu du tout. Et vous savez que tout le monde n'était pas exulté à l'apparition du roman. Vous connaissez l'attitude de Nabokov, par exemple. Les amis aussi, on peut mentionner Fedin. On ne peut pas quand même dire qu'il n'a pas de goût. Il a dit que c'était génial, que c'était vieux jeu et que tout s'effondrait. On reviendra sur peut-être Fedin un peu, Nabokov surtout. Le coronavirus qui nous touche en ce moment est un sujet, bon, bien sûr, un sujet d'actualité, un sujet scientifique, un sujet sociétal. En même temps, c'est un sujet éminemment littéraire parce que romanesque. Or, il se trouve que Pasternak, sauf erreur, a lui-même enduré la grippe espagnole. Et là, je m'adresse à sa biographe, à vous, Anna Sergeyeva-Klatis. Que peut-on raconter de cette expérience de la maladie, en l'occurrence la grippe espagnole, telle que Pasternak l'a endurée? Je posais la question à Anna. C'est Anne qui doit répondre. Oui, effectivement, il avait été malade de la grippe espagnole en 1918. Oui, effectivement, dans la vie de Pasternak, Pasternak a vécu ce moment. Il est tombé malade de la grippe espagnole dans la période la plus difficile, quand la révolution venait d'éclater et la situation de la Russie, de Moscou, était tout simplement horrible. Il n'y avait pas de chauffage, il y avait des problèmes avec la nourriture, avec les produits alimentaires. Il vivait tout seul à l'époque, séparé de sa famille. Depuis l'âge où il a commencé à écrire des poèmes sérieusement, il s'était séparé de sa famille, il louait des chambres dans différents endroits de Moscou. Et donc, pendant cette période, il vivait dans les ruelles d'Arbat. Il louait une chambre dans l'appartement de ses connaissances. Il décrivait cette chambre dans ses textes autobiographiques. Il disait que cette pièce ne se trouvait pas très loin de l'endroit où vivaient ses parents, mais lors des combats de 1918, il ne pouvait même pas aller les visiter parce que on tirait dessus, et à côté de sa maison, il avait une tranchée où se cachaient les soldats. Et cette situation de 1918, donc Pasternak n'aurait peut-être pas été le participant, mais il observait ces événements de façon très directe. Donc ça a commencé en novembre 1917. À l'arrivée de 1918, il a contracté la grippe espagnole. Il y avait une énorme épidémie qui avait emporté, alors j'ai peur de vous donner le chiffre, mais c'était un chiffre gigantesque dans le monde entier. C'était aussi une pandémie. Il était très malade. Il s'était retrouvé à la frontière de la vie et la mort. Et
Sa mère est venue vivre chez lui, Rosalia Pasternak. Vous savez sans doute qu'elle était une musicienne merveilleuse. Elle a déménagé chez lui pour le soigner. Elle a réussi à le faire. Il faisait très froid, mais il était bien habillé. Il y a un dessin de Léonid Pasternak où il avait donc dépeint Boris dans son lit, donc portant un pull, comme on dirait aujourd'hui, un pull très chaud, et un poème de Pasternak est concerné à ce pull qui s'appelle donc L'habit du malade. Selon ce que je pense, c'est vrai que je n'y ai jamais pensé dans cette approche-là. Je ne me suis jamais demandé à quel point cette maladie avait influencé sa création. Mais à mon avis, et ça se lit aussi dans le docteur Zhivago, il l'a vécu comme une maladie qui ne l'avait pas seulement atteint, qui n'a pas atteint que lui. C'est peut-être pas très juste du point de vue philologique, mais cette maladie a une signification symbolique parce que c'est tout le pays qui est malade. C'est une maladie que toute la société, dont souffre toute la société, dont tout le monde est malade, et donc ce mal physique devient, pour ainsi dire, une partie du mal social, du mal spirituel, politique, du mal de l'histoire. Et en général, cela se reflète dans ses poèmes de l'époque. Il a écrit donc un poème qui parle du Kremlin pendant la tempête de 1918. Et il y a une consonance dans ce poème entre cet état maladif qu'il vit lui-même et l'état dangereux pour la vie de l'humain, pour la vie de tout le pays, donc l'état dans lequel se trouve la Russie. Вы имеете в виду страшно... Vous voulez dire... Вы знаете, свидетельств таких нет. Vous savez, on n'a pas de témoignages qui le diraient. Cela n'a pas été reflété dans les documents, mais je crois que n'importe quelle personne a peur de mourir si elle est malade, même si c'est Pasternak. Faisait allusion à l'instant, le roman Docteur Zhivago a rencontré un accueil controversé dans son pays. Il y avait aussi un contexte politique chargé. Il y a eu des saillies assassines à l'encontre de Pasternak, y compris de la part de ses amis écrivains. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus détaillé sur le cas Nabokov? Comment expliquez-vous que Nabokov ait été à ce point anti-Zhivago? Bon, il n'a pas été tout de suite. Évidemment, dans le roman, je crois que c'est dans Ada, il est dit que la jeune bonne est en train de lire un livre de gare, de kiosque de gare, qui s'appelle le docteur Myrtvago. C'est le contraire de Zhivago, c'est le docteur mort. Mais à propos du destin du livre, il faut quand même pas oublier qu'avant tout, c'est tout le système soviétique qui s'est précipité pour, assassiner ce poète. C'est une nouvelle mort du poète qui était voulue, sa mort ou bien son humiliation définitive, avec les propos tenus par des gens dans le haut du parti ou dans le haut du gouvernement, ce qui fait que les gens, ses collègues qui avaient une certaine tenue morale, étaient tenus évidemment à se taire s'ils n'avaient pas le courage de le défendre. Quelques-uns l'ont défendu,
quelques-uns ont été limogés, en particulier de leur place qu'ils avaient dans l'université du MGU, qui ne s'est pas particulièrement illustrée à ce moment-là, comme d'ailleurs à d'autres moments. Donc, Pasternak, c'est le destin d'un poète qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la mort du poète, la mort de Pouchkine, la mort de Lermontov, la mort de Yesenin, c'est-à-dire le poète qui dit un mot nouveau et indépendant, on lui met le genou sur la gorge. Ou bien il avoue tout ce qu'on veut lui faire avouer, et Pasternak ne l'a pas fait. Ou il l'a fait d'une façon tellement anodine et superficielle que tout le monde comprenait qu'il ne le faisait pas parce qu'il avait derrière lui une vie courageuse, une vie qui était peut-être naïvement courageuse. Au fond, je crois que pas mal de ses contemporains, de ses amis, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils ne comprenaient pas le danger dans lequel il était. Bon, il y a la fameuse conversation au téléphone avec Staline. Staline aimait bien, semble-t-il, les conversations comme ça, directes avec un de ses poètes, ses poètes. Surtout nocturne. Évidemment, la conversation était très dangereuse, puisqu'il s'agissait de Mandelstam et qu'il lui demande ce qu'il en pense. Mais toute la vie de Boris Cyrulnik prouve un courage assez étonnant, un courage qu'on peut peut-être même appeler légèrement enfantin, mais c'est avoir gardé ce courage de l'enfance, de l'enfant qui ne connaît pas toutes les conventions qu'il convient d'avoir lorsque l'on parle avec des gens qui sont grands, qui ont l'autorité, voire qui ont le gourdin, ou encore le revolver pour te le mettre dans la nuque. Donc, je crois qu'il faut quand même rappeler et avoir cela en tête lorsque l'on veut comprendre le destin extraordinaire de ce texte. Et puis, on demande à l'écrivain d'envoyer une condamnation de déparution à l'étranger. Bon, il a fait strictement le minimum, c'est-à-dire que ce roman est sorti contre un pouvoir énorme. Alors Solzhenitsyn parle du chêne et le veau, du petit veau qui essaye de se libérer du chêne auquel on l'a attaché par sa longe, mais c'est exactement ça. C'était déjà le petit chêne et l'immense, le grand chêne et le tout petit veau. Alors, à propos de l'étranger, Georges Niva, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de l'accueil qui a été réservé à ce roman en tant qu'objet, œuvre littéraire, côté occidental? J'entends par là dans le milieu littéraire. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la réception de Pasternak, mais il y a eu quelques très beaux livres. Il y a eu de très beaux livres, mais de plusieurs de mes amis, par exemple de Jacqueline de Brogniart. Mais les plus beaux livres Qui était sa traductrice? Qui a été une des traductrices, parce qu'il faut peut-être signaler que la traduction en français est anonyme lorsqu'elle paraît à l'époque, parce qu'elle est faite par 4 russisans qui ne veulent pas, si vous voulez, rompre totalement avec l'URSS. C'était Louis Martinez, Michel Aucouturier, Hélène Pelletier, devenue Zamoïska, et Jacqueline de Brogniart. À mon avis, en français, les plus beaux livres ont été écrits par Michel Aucouturier. Et ils sont très intéressants parce qu'il y en a 2 qu'il a écrits au début et à la fin de sa carrière, magnifique d'ailleurs, de slavisant, Michel. Il est allé voir le poète. Il l'a plus ou moins raconté et le poète lui a envoyé des lettres que nous avons vues grâce à l'exposition faite par
Véronique Jaubert il y a déjà quelques années, je ne me rappelle plus quand, où il y avait cette correspondance entre Michel Aucouturier et Boris Pasternak. Bon, on voyait Boris Pasternak, comme toujours, si vous voulez, étranglé d'enthousiasme, d'émotion, comme avec beaucoup de ses correspondants, mais il avait raison. Il avait compris que c'était son meilleur interprète, Michel Aucouturier. Et ce qui, personnellement, m'a beaucoup touché quand Michel m'a envoyé son deuxième ouvrage, c'est qu'il reprend les idées fondamentales, mais il les enrichit par toutes les publications qui ont eu lieu, documentaires, archivales et littéraires, sur le poète, sur le docteur Givago et sur le lien extraordinaire qu'il y a entre ma sœur Lavie et puis le docteur Givago. Moi, personnellement, je ne ferai pas ce qu'a fait, et c'est très malheureux, Nabokov, en somme, de considérer qu'il y a une sorte de gouffre à l'intérieur de la carrière du poète, qui brusquement ou petit à petit se serait trahi lui-même et serait passé de cette magnifique poésie novatrice qu'il pratique à fond le hasard et la nécessité dans l'enchaînement des métonymies, des métaphores, et puis cette sorte de simplicité passéiste telle que la voyait sans doute Ehrenburg, mais je ne sais pas s'il était tout à fait sincère, et Nabokov, qui lui était sincère, n'avait pas de raison de ne pas l'être. Au contraire, il y a une sorte de continuité tout à fait extraordinaire si l'on essaye de prendre certaines clés. Et une des clés, c'est le sacrifice de soi. Et ça, c'est une clé qui permet de lire depuis Par-dessus les barrières, Ma sœur Lavie, Deuxième naissance, jusqu'au tout dernier roman et jusqu'au vers qu'il écrit sur le prix Nobel. Ma question suivante s'adressera à Irina d'abord, Irina Emelianova, et à Anna ensuite, Anna Sergeeva-Klatis. C'est une question que je n'aime pas trop entendre poser, mais dans le cas du roman Le docteur Givago, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que vous sauriez dire quel est, selon vous, le message de cette œuvre? Irina. Vous знаете, это не скажешь, так сказать, в двух словах. Ну, конечно. En deux mots, bien sûr, l'un des titres de ce roman, c'était « Il n'y aura pas de mort ». Bien sûr, c'est le roman qui dit qu'il faut préserver sa personnalité, son essence, dans les circonstances, dans les épreuves les plus dures. Il faut savoir rester soi-même. Être, comme il le dit dans ce poème, ne pas seulement être vivant seulement, mais être soi-même jusqu'à la fin. Vous savez que Dr Givago, c'est quelqu'un qui n'est pas très chanceux dans la vie. Il finit par tout perdre, la femme qu'il aime, la famille, et il dégrade, il vit quelque part dans un coin, mais en même temps, comme le dit le roman, les masses, c'est pour les gens qui n'ont pas de dons. Et lui, il ne rejoint pas les masses. Et quand il participe au conflit, vous vous rappelez qu'il soigne en même temps les partisans, les maquisards et aussi les officiers blancs. Il reste lui-même jusqu'à la fin. Et donc, le message, c'est de rester soi-même malgré les circonstances les plus monstrueuses.
Je vous ai dit que j'avais trouvé vieux jeu la première partie du roman, mais en commençant par le deuxième volume, quand il se retrouve au milieu des épreuves monstrueuses, c'est là que mon attitude envers le roman a changé. Parce qu'effectivement, de résister, de ne pas se trahir soi-même, il y a toutes sortes d'interprétations, vous savez, de ce roman. Il y a aussi une interprétation chrétienne qui parle de Jésus-Christ. Et donc, lui, c'est pour se préserver en tant qu'individualité, en tant que personne. Et son pathos, c'est donc dans l'idée de ne pas céder aux masses, de rester soi-même. Votre analyse rejoint celle de Georges Niva, rester soi-même. Oui, c'est ça. Il le disait aussi dans ses vers. D'un côté, je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation, c'est de cela que parle le roman, mais on pourrait peut-être élargir cette interprétation et dire que c'est aussi un roman sur la façon de l'âme humaine, de personnalité humaine, traverse une série d'épreuves, une série donc de tentations et reste vivante, reste intacte par ces tentations et ces épreuves. Et dans le roman montre la victoire. En quoi est-ce qu'elle est cette victoire de la vie contre la mort? C'est la victoire des valeurs éternelles que porte l'âme humaine sur tout ce qui est monstrueux, ce qui est horrible, mais ce qui est éphémère, quelque chose qui existe sur Terre. Dans le roman, on montre beaucoup de choses et beaucoup de chemins pour surmonter ces épreuves, beaucoup de chemins pour trouver la solution de la crise. Et le chemin le plus important, il y a bien sûr l'amour, il y a bien sûr la miséricorde, mais le chemin principal, c'est la création. Et on voit effectivement que Jivago soigne les uns et les autres. Et quand même, la chose principale reste la création. Et le roman finit avec ces vers qui demeurent après la mort de Jivago et qui sont le symbole de la transition vers la vie éternelle. Et Yuri Andreevitch en parle directement dans le dialogue avec la mère de Tenia, Anna Ivanovna Gromyko, peu avant sa mort. Il dit que maintenant, c'est la nouvelle époque qui arrive. C'est l'époque de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? Est-ce que c'est le livre qui parle de la fin du monde? Non, c'est un livre qui parle de la nouvelle vie. Maintenant, l'ancien est révolu, la mort est révolue, et c'est la nouvelle chose qui commence, et cette nouvelle chose, c'est la vie éternelle. Et je crois que ça élargit un petit peu ce que Irina et Georges viennent de dire. C'est de là que parle le roman. Est-ce que vous pensez que ce que j'appelais avec une formule malheureuse la pasternacologie est une science adulte ou encore juvénile? Et est-ce qu'il y a des chantiers à développer dans le domaine de l'étude experte de l'œuvre de Pasternak? En textologie, par exemple, est-ce qu'il y a des manuscrits à exploiter? Vous parlez à moi? Non? Je posais la question à Anna, mais je vais revenir vers vous, notamment en ce qui concerne les manuscrits. Vous parlez des manuscrits? Anna, s'il vous plaît. Merci. En ce qui concerne donc l'espace de l'étude, bien sûr, c'est ainsi.
les chercheurs, les jeunes chercheurs s'occupent aussi du docteur Jivago. Il y a une nouvelle génération de chercheurs qui est beaucoup plus jeune que la mienne. Ils étudient de différents aspects, des aspects de commentaires et aussi les questions de la poétique. En effet, vous parlez de la pasternacologie, mais nous appelons ça la connaissance de Pasternak. Ce terme existe. La connaissance de Pasternak, c'est une science très jeune, une branche de science très jeune, je veux dire en Russie. Dans l'Occident, Pasternak a été étudié depuis longtemps, mais en Russie, on a commencé à étudier Pasternak à partir de la fin des années 80, quand on l'a autorisé officiellement, quand il est devenu possible dans la recherche d'écrire des thèses sur lui et de mentionner son nom dans la recherche scientifique. Donc, il serait impossible de dire que tout est fait dans ce domaine. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et il est tout à fait possible que d'autres documents soient rendus publics, qu'il est possible que tout ce qui est écrit par la main de Pasternak reste encore sur les rayons des archives. On continue à retrouver de tels documents, certains plus importants, certains moins signifiants, mais cela continue toujours. Et je crois que ce qu'il faut aussi se poser, c'est la question, par exemple, est-ce que cela vaut la peine de continuer à étudier Pouchkine? Bien sûr que Pouchkine, donc des recherches sur Pouchkine durent depuis plusieurs décennies ou centenaires. Il y a une énorme quantité d'études donc sur Pouchkine. Est-ce que ça a du sens de continuer? Mais bien sûr que ça a du sens. L'interprétation des œuvres littéraires, c'est un domaine particulier dans lequel personne ne se répète jamais parce que tous les interprétateurs sont des individualités. Tous sont des personnes à part, dotées de leur expérience de vie, expérience de recherche. Chacun possède son propre point de vue sur l'œuvre et donc il peut y avoir une quantité infinie d'interprétations et c'est ce qu'il devrait être parce que plus on a d'interprétations, mieux nous comprenons l'œuvre. Ma question s'adresse à Irina. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez s'il y a encore des manuscrits de Pasternak à révéler, à étudier, à faire connaître, à publier? Vous-même, par exemple, qui êtes la fille d'Olga Evinskaya, est-ce que, c'est une question un petit peu intime peut-être que je vous pose, mais libre à vous de ne pas y répondre, est-ce que vous avez des archives peut-être d'ordre privé, mais peut-être aussi d'ordre épistolaire ou littéraire qui, un jour, seront révélées au public? Vous savez, à vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être, donc il reste du patrimoine épistolaire, effectivement. Peut-être il y a des lettres quelque part qui sont archivées, mais en ce qui concerne ces brouillons, ces manuscrits ou des œuvres infinies, je crois que tout est connu. Si jamais il y a une trouvaille, bien sûr, ce sera une sorte de miracle. Mais tout de même, Anna a dit qu'on avait commencé à étudier Pasternak à partir des années 80, mais à mon avis, ça a commencé avant. Il y a des maîtres comme Fleischmann, par exemple, en Amérique, qui étudiaient sa période berlinoise, sa période parisienne. Ce sont de vrais chercheurs et je crois que tout ce qui a été trouvé a été publié. Mais j'espère qu'on pourra trouver encore quelque chose. Mais même ce qu'on a déjà, et c'est une grande quantité de textes, ça a déjà influencé en grande partie l'histoire de notre littérature et les destins de plusieurs personnes. Et la poésie de Pasternak ne deviendra jamais vieille.
Le roman, vous voyez bien que je suis un peu méfiante par rapport à ce roman. Peut-être que le roman un jour ne sera pas aussi apprécié, mais la poésie de Pasternak, Ma sœur la vie et tout cela, ses poèmes, sa poésie nous aidera toujours, surtout pendant les périodes que nous vivons, comme la période qu'on vit aujourd'hui, une période où tout le monde devient sauvage. Ce poème, comme disait Mandelstam, sont utiles contre la tuberculose. Il faut prendre 5 gouttes de Pasternak tous les matins. Georges Niva nous disait presque la même chose. Je crois qu'on peut souligner que dans l'univers francophone, Pasternak n'a pas été oublié. Georges Niva citait les ouvrages de Aux Couturiers. On voit paraître parfois certains travaux qui focalisent l'attention du public. Il n'y a pas si longtemps a été traduit un ouvrage biographique de Dmitri Bykov, intitulé tout simplement Pasternak aux éditions Fayard, dans la belle traduction d'Hélène Henry. Georges Niva, est-ce que le monde francophone a su rendre par ses livres à Pasternak l'hommage qu'il mérite? Vous savez, je suis moins optimiste que Anna Sergeeva sur l'utilité de toute la recherche Pasternakovedini ou Pushkinovedini, comme disait Simon Frank dans un livre qu'on va traduire bientôt, qui est en cours de traduction. On peut aller à l'infini, étudier qui étaient les colocataires, dans quelle chambre il a vécu, à quel moment. Ça, à ce point de vue-là, ça ne s'arrête pas. Ça ne veut pas dire que chacun de ces interprètes de la tribu instruite des universitaires a une idée valable, claire et personnelle sur ce que voulait dire Pasternak ou Pouchkine. De ce point de vue-là, je partage le sentiment qu'a poussé jusqu'à l'extrême Vladimir Nabokov contre les interprètes. En revanche, les exécutants, c'est autre chose. Disons que la marche funèbre de Chopin, vous pouvez l'exécuter de différentes façons. Et il y a des grands exécutants. Et alors, il y a des grandes lectures. Et quand j'ai cité Aux Couturiers, c'est parce que c'est une grande lecture. Le livre de Bykov, c'est moi qui l'ai fait traduire aux éditions Fayard. C'est une grande lecture. C'est pas un livre véritablement de recherche, bien que Bykov ait lu tout ce qu'on pouvait lire, parce qu'il est un lecteur gigantesque. Les grandes lectures sont des lectures qui aident et qui vous racontent comment ce texte vous a aidé vous-même. Alors, il y a une question qui a été touchée, c'est la question, au fond, le sentiment religieux ou chrétien dans le docteur Zhivago. Si vous permettez, j'en dirai un mot. Bien sûr. Si on écoute l'oncle de Yuri Zhivago, évidemment, les grands travaux contre la mort ont commencé avec le Christ. Et on ne pouvait pas penser avant comme on peut penser après. C'est-à-dire qu'il rejoint tout à fait ce que pensait Dante, puisque les sages de l'Antiquité ont beau être des sages, ils sont quand même dans le premier cercle de l'enfer parce qu'ils n'ont pas connu le salut. Alors, il y a quelque chose d'un peu dantesque en ce sens-là dans le docteur Zhivago. Et puis, il y a aussi partout, on voit cette espèce d'unité de l'un, de l'être qui est quelque part, qui est éparpillé et qu'on ne peut ressentir qu'en vivant à fond. Moi, je pense qu'il y a dans le docteur Zhivago une réflexion théologique qui est même assez proche
de celle du Anthony Bloom, qui est une réflexion qu'on pourrait dire de façon un petit peu pédante, bon, mais c'est-à-dire la réflexion par le vide. On peut dire ce que Dieu n'est pas. Il est difficile de dire ce que Dieu est. Alors tout le roman essaye de dire par ce que n'est pas, essaye de dire par la diminution de soi. Il faut quand même aussi dire qu'il y a un autre grand roman, c'est Ablomov, qui décrit aussi un homme d'immense talent qui choisit le chemin de la diminution de soi-même et qui y arrive et qui meurt de façon aussi, comment dire, insignifiante que meurt de façon insignifiante le docteur Zhivago. Eh bien, les romans de la fin, et en particulier le jardin de Gethsémani, sont évidemment une sorte de dernier message chrétien, c'est-à-dire ces siècles qui viendront au jugement dernier comme des péniches sur un grand fleuve qui descendent vers l'embouchure, vers la fin du fleuve. Simplement, l'auteur du docteur Zhivago n'a pas voulu dire ça de façon théologique, il a eu totalement raison, ni de l'expliquer dans le roman. Dans le roman, ça se sent si on sent chacun des détails dans cette mosaïque. Et les extraordinaires vers de la fin, ils apportent la clé. Si tu veux comprendre cette mosaïque, relis-moi. Et je crois que c'est extrêmement efficace du point de vue d'un éclairage de la vie par la vie, ou de la mort par la mort, de la mort qui écrase la mort. Le docteur Zhivago, en ce sens-là, est un très grand roman significatif. Merci beaucoup pour vous employer avec bonheur le mot d'éclairage. Merci beaucoup pour cet éclairage qui arrive, je crois, très opportunément dans notre échange. Vous êtes aux Journées du livre russe. Notre table ronde, le docteur Pasternak, avec Irina Emelianova, Anna Sergeeva-Klatis et Georges Niva. Je crois que à ce stade de notre échange, il faut nous tourner vers les questions du public. Et là, je m'adresse à Olga Tararine, qui veille sur nous d'un œil bienveillant, je le sais, et qui va se faire l'interprète et l'exécutante, clin d'œil à Georges Niva, des questions de ceux qui nous écoutent. Voilà, bonjour, nous avons quelques questions intéressantes, différentes, qui nous viennent du Zoom, du YouTube. Tout d'abord, ce roman était obsessionnel pour Pasternak, mais il a eu des conséquences dramatiques pour vous et votre mère, Irina. Oui. Pensez-vous qu'il savait à quel point il vous faisait prendre des risques et si c'était un acte purement politique de sa part? C'est une question? C'est Oui. une question. Pensez-vous qu'il savait à quel point il vous faisait prendre des risques et si c'était un acte purement politique de sa part? Известное его выражение. Vous savez, on sait ce qu'il a dit quand il raccompagnait Serge D'Angelo en lui remettant le manuscrit. Il a dit « Je vous invite à ma propre exécution ». Bien sûr que lui, il prenait ce risque parce qu'il croyait que tout ce qu'il avait écrit avant n'avait aucune valeur, tandis que ça, c'était le message que, coûte que coûte, il devait faire entendre à ce monde. Il comprenait d'un côté, mais de l'autre côté, c'était une période, si vous vous souvenez, c'était la période du dégel, c'était le 56. Et
dans les maisons d'édition où maman avait porté le roman, on ne disait pas non. Ni Novemir, ni la Moscou littéraire n'a dit non. Ils ont bien voulu étudier le roman. Et même la maison d'édition littérature artistique lui a désigné un rédacteur pour exclure, par exemple, la critique du marxisme. Ça, Georges doit s'en souvenir. Nous avons donné au musée les copies écrites et le rédacteur, qui était très sympa, qui était très gentil, il rayait des phrases comme marxisme n'a pas assez de maîtrise de soi pour devenir une science. Il avait rayé ça, il avait écrit à la place quelque chose de plus neutre. Et donc, on espérait quand même que ce roman pourrait paraître, même si ce serait une version censurée. Et Pasternak n'était pas contre cette version censurée. D'un côté, donc, c'était un risque, mais de l'autre côté, c'était un espoir tout à fait normal que le malheur passera à côté. Il a dit à ma mère à l'époque, de toute façon, Pilniak et Zamiatin ont aussi été publiés à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais? Et l'ambiance dans le pays a quand même changé. À quoi maman lui a répondu de façon très raisonnable, mais tu sais bien ce qui est devenu Pilniak. Et donc, il courait un risque, mais en même temps, il comptait quand même sur... donc, il comptait quand même qu'il n'aurait pas que le roman n'allait pas être pourchassé de cette façon. Maintenant, vous évoquez Pasternak poète. Que pensez-vous de Pasternak musicien, compositeur et ami de Marie Yudina et Genrikh Niegaus, qui mettaient son piano à leur disposition? Alors, qui de vous trois souhaite répondre à cette question? Écoutez, moi, je peux dire un mot. Il y a eu plusieurs colloques où j'ai entendu des interprétations des compositions de Boris Pasternak, en particulier une fois en Écosse, une fois à Oxford. Je ne suis pas suffisamment musicien pour... mais Scriabin, quand il aurait abandonné la musique parce qu'il n'avait pas l'oreille absolue. Pour avoir l'oreille absolue et être compositeur, c'est deux choses différentes et qui ne sont pas forcément liées, ce que lui aurait dit Scriabin. Bon, il est passé à la poésie parce que la poésie avait plus d'emprise sur lui. Anna, vous vouliez dire quelque chose, mais très vite, s'il vous plaît, parce que malheureusement, le temps nous est compté. Anna, m'entendez-vous? Oui. Pour lui, la musique avait toujours une grande importance. Il existe des travaux de recherche qui considèrent certains textes de sa création, sous le point de vue de la création littéraire. Il y a un article de Michel Le Couturier consacré à Dr Jivago, qui le considère, il considère sa structure comme une structure d'une grande œuvre musicale, avec des contrepoints, avec les entrées de différents instruments, c'est-à-dire cette conscience musicale, cette perception du monde en tant que musicien, ça reste chez Pasternak, y compris chez Pasternak poète. Il y a beaucoup de poèmes liés à la musique. Et tout comme son savoir philosophique, son savoir musical a aussi beaucoup donné au Pasternak écrivain. Encore une question qui suit bien justement ce que vient de dire Anna, et peut-être elle pourra continuer. Sur un plan strictement littéraire, entre guillemets, si cela a un sens, comment évaluer, estimer la qualité des vers, la partie poème du roman de Jivago par rapport à ceux écrits par Pasternak
avant les années 30. Autrement dit, y a-t-il une évolution dans la poésie de Pasternak? Anna, risquez-vous. Да, вы знаете, это вопрос Vous очень... savez, c'est une question très complexe et on peut en parler sans fin. Justement, je m'en occupe personnellement en ce moment de cette transition de Pasternak au début des années 30 qu'il avait appelé le passage à la simplicité inouïe, à la simplicité de Pouchkine. C'est ce qu'il avait écrit à son père, qu'il essayait de refaire sa prose pour qu'elle rappelle Dickens et sa poésie pour que ça rappelle Pouchkine. C'était vraiment une inspiration consciente de changer sa poétique qui s'expliquait en partie par le fait que Pasternak voyait le devoir moral du poète d'être accessible à un large cercle de lecteurs. Il disait que la création n'a le sens que quand le rayon créatif se reflétait dans la conscience des autres. Et il ne voulait pas être le poète de quelques-uns. Il voulait être compréhensif pour plusieurs personnes, pour beaucoup de personnes, et c'est pour cela qu'il avait cette aspiration de la clarté. Qui avait commencé assez tôt chez lui. Il en avait déjà parlé dans les années 20, début des années 20, et plus ça allait, plus il comprenait sa nécessité et plus il changeait consciemment sa poétique. Et la complexité quand même de sa perception, la complexité des questions qu'il soulève dans sa lyrique, la complexité de la sensation du monde qui s'y inscrit ne change pas. C'est le style, c'est la manière d'écrire qui change. Ces poèmes sont libérés du superflu. Et en ce qui concerne l'évolution, est-ce que ces poèmes deviennent meilleurs? Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Ce sont tout simplement des manières stylistiques différentes dans lesquelles il a écrit dans différentes époques de sa vie. Et bien sûr que ça n'a pas empiré non plus. C'est juste un changement quand il voyait quelque chose avec un regard et puis il le regardait d'un autre point de vue. Parler de l'évolution dans le vrai sens de ce mot, dans le sens biologique, c'est-à-dire l'amélioration progressive, non, ce n'est pas du tout ça. Mais le changement, effectivement, a eu lieu. Oui, une toute petite question qu'on met les toutes petites à M. Niva, et on va s'écarter là de Jivago. Monsieur Niva a cité un jour Camus disant « La littérature russe, c'est la littérature européenne, mais vue depuis la mort. » J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'où cela provenait, nous dit Charles. Donc, Monsieur Niva, si vous pouvez répondre. Ah non, sur le moment, je ne peux pas. Il faut chercher dans la prose de Camus, c'est dans le tome 2 de la Pléiade. Voilà. Et c'est la fin des questions. C'est la fin des questions. Nous allons devoir malheureusement rendre l'antenne. Irina, la dernière fois que vous vous êtes recueillie sur la tombe de Pasternak, Peredelkino, c'était quand? Quand je l'ai vu la dernière fois, vous me demandez, c'est ça? Sur sa tombe, sur sa tombe. Comment? Sur sa tombe à Peredelkino. Non, j'étais en Russie il y a 3 ans, voilà. Mais quand je l'ai vu en vie, c'était 17 avril 1960. Il était en pleine forme, vous savez, Georges, tu te souviens de ça, bien sûr. Voilà, et sa maladie, dernière maladie, pour moi, c'était un peu énigmatique parce qu'il est l'air absolument sain, bronzé à cause des soleils de mars. Voilà, c'est en vie que je l'ai vu. Et la tombe, il y a 3 ans. Je crois qu'il nous faut rester sur cette dernière et belle parole. Un immense merci à vous trois pour votre éclairage à la fois personnel et très compétent.
et vous êtes tous les trois immensément concernés par cet écrivain. Nous en avons puisé un immense et réel plaisir, un grand merci. Mes pensées vont aussi avec des remerciements également pour ceux qui vous ont traduit, du français en russe, Igor Matyushkin, merci à vous Igor, et Ina Khmilevskaya dans le sens français, dans le sens russe-français. Cette belle rencontre se termine. Encore merci à vous. Dimitri de Koshko, je vous passe le relais. Merci Yves, merci à tous les participants, merci à Irina Ivanovna, merci à Anna Yulievna, et bien sûr merci à Monsieur Georges Niva. Yves, c'était brillant comme d'habitude. Merci beaucoup. Nous ne quittons pas Pasternak tout de suite. Nous allons écouter deux poèmes en français et en russe de Yuri Jivago, Hamlet et Soirée d'hiver, dans une nouvelle traduction qui est parue aux éditions Imca Press de Hélène Perras. Et ces poésies sont lues par deux jeunes acteurs, un acteur qui est Anatoly Bialy du théâtre Tchekhov et une actrice française, Marina Kelchevski. Il peut y avoir des problèmes de vidéo sur la version Zoom, malheureusement, mais nous faisons tout notre possible pour que vous le voyez. À vous les poètes. Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можешь, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Не продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Не один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Hamlet. La rumeur s'est tue. Je suis entré en scène. Appuyé au montant de la porte, je saisis dans l'écho lointain ce qui arrivera dans ma vie. L'obscurité de la nuit me scrute d'un millier de jumelles braquées. Si toutefois c'est possible, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. J'aime ton dessein obstiné et je consens à jouer ce rôle. Mais à cette heure, il en va d'un autre drame. Et pour cette fois, exempte-moi. Mais l'ordre des actes est prévu. Inéluctable est la fin du chemin. Je suis seul, tout sombre dans l'hypocrisie. Vivre une vie, ce n'est pas traverser un champ.
Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенья. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела. Nuit d'hiver. Il neigeait et ventait partout, sur toute la terre. Une bougie brûlait sur la table. Une bougie brûlait. Comme l'été vole en essaim les moucherons vers la flamme, s'envolaient de la cour les flocons vers la croisée. La tempête de neige collait sur la vitre des cercles et des flèches. Une bougie brûlait sur la table. Une bougie brûlait. Sur le plafond éclairé se projetaient des ombres, bras entrecroisés, jambes entrecroisées, destins entrecroisés. Et deux petits souliers tombaient avec un bruit sur le plancher. Et la cire, en larmes, coulait de la veilleuse sur la robe. Et tout se perdait dans le brouillard de neige, gris et blanc. Une bougie brûlait sur la table. Une bougie brûlait. D'un angle, le vent soufflait sur la bougie, et la fièvre du désir élevait, comme un ange, deux ailes en forme de croix.